Bonjour. Je voudrais commencer par remercier France Parkinson pour m'inviter, pour présenter mes recherches, et aussi pour vraiment organiser un événement comme celui-ci, qui je pense est très important, et puis pour participer au financement des recherches pour nous et pour nos étudiants. Alors moi, je vais vous parler du projet qui est justement financé par France Parkinson, qui est comment comprendre, enfin comment on essaye de comprendre comment Parkin protège nos cellules du stress dans les mitochondries alors avec le modèle organoïde. Et j'appuie sur le bon bouton maintenant, c'est bon. Donc, nous, on essaye de comprendre, comme beaucoup d'autres, pourquoi les neurones dopaminergiques de la substance noire dégénèrent majoritairement dans la maladie de Parkinson. Donc, vous le savez, c'est lorsqu'il dégénère, eh bien, ça va introduire l'apparition de dysfonctionnements moteurs assez importants. Il y a plusieurs hypothèses qui sont amenées par pas mal de scientifiques dans le monde. Une des hypothèses est que les mitochondries, qui sont les usines de fabrication d'énergie des cellules, dysfonctionnent dans la maladie de Parkinson, et cela entraîne la mort des neurones dopaminergiques. Il y a un certain nombre d'indices qui permettent de penser cela. Par exemple, eh bien, dans des échantillons humains, on s'est rendu compte qu'il y a des petits éléments de la chaîne de fabrication d'énergie dans les mitochondries qui ne fonctionnent pas très bien. Et puis, il y a des agents toxiques dont vous avez peut-être entendu parler, comme la roténone ou MPP+, qui ciblent spécifiquement justement ces petits éléments de la chaîne de fabrication d'énergie. Et donc ces éléments, eh bien, ces agents provoquent l'apparition de symptômes comme ceux qu'on voit dans la maladie de Parkinson. Enfin, il y a des formes de la pathologie qui sont des formes génétiques, familiales, associées à des mutations dans des gènes comme PINK1 ou Parkin. Or, ces gènes codent des protéines qui sont dans la mitochondrie et qui sont responsables un peu du contrôle qualité de ces usines énergétiques des cellules. C'est-à-dire qu'elles sont à la surface des mitochondries, elles sont capables de sentir quand les mitochondries ne se sentent pas très bien, globalement, et puis elles vont signaler à la cellule, OK, là maintenant, il est temps de dégrader la partie, de dégrader la partie qui est endommagée pour s'en débarrasser et garder la partie saine. C'est ce qu'on appelle la mitophagie. Donc, nous, comme beaucoup d'autres, pensons que si les neurones dopaminergiques dégénèrent dans la maladie de Parkinson, c'est parce qu'ils ont une vulnérabilité accrue à un stress, c'est-à-dire un petit dysfonctionnement des mitochondries. Mais il y a deux interrogations quand on dit ça. La première, c'est que je vous ai parlé des acteurs moléculaires, donc des petites protéines PINK1 ou Parkin, mais ce sont des protéines qu'on trouve dans toutes les cellules, pas que dans les neurones dopaminergiques. D'accord ? Pourtant, dans la maladie de Parkinson, ce sont principalement les neurones dopaminergiques qui dégénèrent. De même, la roténone ou MPP vont viser les mitochondries de n'importe quelle cellule. Or, les neurones dopaminergiques vont dégénérer principalement. Donc, nous pensons qu'il existe des mécanismes moléculaires propres aux neurones dopaminergiques qui font qu'ils sont encore plus vulnérables à des stress, des dysfonctionnements mitochondriaux. Mais on ne sait pas ce qui fait cette particularité. On ne connaît pas ces mécanismes. De même, ces protéines, donc PINK et Parkin, elles sont exprimées de façon précoce dans la vie. Ce n'est pas quelque chose qui arrive avec l'âge. Et donc, on peut se demander, est-ce que lorsque celle-ci dysfonctionne, donc comme quand on a une mutation, est-ce que ça entraîne également des défauts biologiques, des petits défauts dans les cellules, tôt dans la vie, mais qui sont silencieux, dont on ne se rend pas compte tout de suite. Alors, nous essayons, donc quand je dis nous, c'est Christiane Zuck, qui est une doctorante du laboratoire, qui est ici aussi, si vous voulez la rencontrer, elle a un poster, et puis Olga Corti.
nous cherchons à comprendre comment Parkin joue un rôle dans la protection des cellules face à un dysfonctionnement, un stress des mitochondries, et puis surtout si ce rôle diffère selon les types cellulaires, c'est-à-dire qu'est-ce qui fait que les neurones dopaminergiques sont plus sensibles. Et on pense que Parkin et son acolyte Pink jouent un rôle donc de senseur de stress, et ils sont capables de coordonner un ensemble de réponses, pas que la dégradation des mitochondries, mais un ensemble de réponses pour protéger la cellule de ce stress. Donc l'objectif de Christiane dans ce projet, c'est d'identifier les mécanismes moléculaires enclenchés dans les neurones dopaminergiques suite à un stress des mitochondries, essayer de voir si ces mécanismes de réponse à un stress sont différents par rapport aux autres types cellulaires qu'il y a dans le cerveau, et puis, évidemment, d'évaluer les dysfonctionnements de ces réponses en contexte de la maladie de Parkinson, par exemple en absence de Parkin. Alors pour ce faire, on utilise un modèle d'étude qui est relativement récent, qu'on appelle, vous avez dû en entendre parler, des mini-cerveaux. En vrai, ce ne sont pas des mini-cerveaux, on va plutôt les appeler des organoïdes, qu'on obtient grâce à des cellules souches pluripotentes induites. Alors, je vais vous expliquer ce que c'est. Lors du développement, donc in utero, dès le départ, on a des cellules souches embryonnaires, donc dans l'embryon, qui ont le pouvoir en fait, de devenir n'importe quel type cellulaire. Elles peuvent devenir, comme vous le voyez sur ce schéma, au fil de temps, c'est-à-dire qu'elles vont se développer, elles vont proliférer, et puis petit à petit, ces cellules vont se spécialiser pour devenir des cellules de peau, des cellules de pancréas, de poumons, de cerveau, et même au sein du cerveau, il y a plein de types cellulaires. C'est ce qu'on appelle la différenciation. Depuis pas si longtemps que ça, on est capable presque d'aller en arrière, c'est-à-dire à partir de ces cellules spécialisées, on peut les reprogrammer pour qu'elles deviennent des cellules souches, donc pluripotentes, c'est-à-dire qu'elles ont le pouvoir de redevenir plein d'autres choses, et on dit induites parce que c'est nous qui les avons reprogrammées. En pratique, comment ça se passe ? Eh bien, on peut prendre un prélèvement de peau ou un prélèvement sanguin de patients ou d'individus contrôle, et puis à partir de là, on les reprogramme pour en faire des cellules souches, donc pluripotentes. Et puis, ces cellules souches, eh bien, on est capable ensuite de leur dire, maintenant, en les mettant en présence d'un milieu particulier, on aimerait obtenir des neurones dopaminergiques ou des cellules de peau ou de cœur, etc. Donc nous, on essaye d'obtenir du tissu cérébral, et en l'occurrence, on essaye d'obtenir quelque chose qui se rapproche de la région qui ensuite donne naissance à la substance noire, dans laquelle il y a les neurones dopaminergiques, c'est-à-dire le mésencéphale ventral. Alors, ce que vous voyez à gauche, c'est à peu près la taille de petites lentilles, ce sont ce qu'on appelle les organoïdes, et en l'occurrence des organoïdes de mésencéphale ventral. Donc, en fait, on est capable de faire en sorte de les cultiver et de faire en sorte que ces cellules s'auto-organisent en 3 dimensions, et elles vont adopter une organisation similaire à celle qu'on voit dans les différentes régions du cerveau. Vous avez un exemple au milieu ici où on voit, c'est une coupe d'un organoïde, où on voit des couches profondes et des couches superficielles, telles qu'on en trouve en tout début du développement dans le cortex, par exemple. Et puis, l'avantage de cette méthode, c'est qu'on va obtenir des réseaux de neurones qui sont beaucoup plus matures que quand on fait des cultures en 2 dimensions. Cette approche d'utiliser des organoïdes nous permet vraiment de faire beaucoup de choses. C'est une technologie très modulable, puisqu'à partir des cellules souches pluripotentes induites, eh bien, on peut essayer d'avoir des organoïdes de différentes régions d'intérêt. Donc, pour nous, on peut obtenir soit des organoïdes de mésencéphale ventral, d'où vient la substance noire et qui nous donneront des neurones dopaminergiques, mais on peut avoir des organoïdes de cortex, ou aussi sous-corticaux, qui donnent des neurones du striatum. Mais aussi, avec les échantillons sanguins ou même les IPS, on peut obtenir des cellules qui se rapprochent des cellules immunitaires du cerveau. Et ensuite, avec l'ensemble, on peut assembler ces différentes régions. C'est ce qu'on appelle les assembloïdes. D'accord ? Donc, l'idée étant donc, de voir, par exemple, si ces régions peuvent se connecter telles qu'elles se connectent
in vivo chez nous. Donc dans ce contexte, Christiane, qui, je vous le rappelle, essaye d'étudier les réponses des neurones dopaminergiques à un stress des mitochondries, eh bien, elle utilise des organoïdes de mésencéphale ventrale, puisqu'elle doit étudier les neurones dopaminergiques. Et donc, elle a pris des cellules pluripotentes induites, contrôles ou qui n'expriment pas la parkine, et elle les a cultivées de façon à ce qu'elles deviennent des organoïdes, soit en conditions basales, soit en conditions où on leur fait subir un stress chronique, c'est-à-dire un petit stress régulier, où on va faire dysfonctionner la chaîne de fabrication d'énergie. Un petit peu, mais de façon constante. D'accord ? Et au bout de 60 jours, c'est-à-dire 2 mois de culture, eh bien, Christiane, elle a fait pas mal d'expériences, des marquages fluorescents, mais aussi, et je vous expliquerai après, en fait, des techniques très poussées pour regarder à l'échelle de chaque cellule quels sont les gènes qui sont exprimés dans ces cellules en réponse au stress. Et son objectif est de comparer les réponses au stress mitochondrial des neurones dopaminergiques par rapport aux autres sous-types cellulaires et voir si ces réponses sont différentes en contexte de déficience en parkine. Alors, je vais vous montrer ces résultats vraiment préliminaires, c'est-à-dire que pas plus tard que la semaine dernière. Et donc, voilà, en regardant tout ça, eh bien, donc, sur la gauche, vous avez des images de coupe d'organoïdes. Donc, on les a coupés. Et puis, on est capable de marquer les types cellulaires. C'est-à-dire qu'on va marquer en haut, en rouge, ce sont les progéniteurs des neurones dopaminergiques, c'est-à-dire les cellules qui vont donner des neurones dopaminergiques matures. Au milieu, ce sont des neurones GABAergiques. Et puis, en bas, des astrocytes, ce sont des cellules gliales du cerveau. Et on voit en réalité que les contrôles et les organoïdes qui n'ont pas de parkine, c'est marqué KO, eh bien, ils ont des compositions cellulaires différentes. Vous voyez qu'il n'y a pas la même organisation du marquage et même des fois beaucoup moins de marquage, comme pour les astrocytes. Ensuite, elle a fait, et elle est encore en train d'analyser, parce que c'est beaucoup de travail, ce qu'on appelle donc du séquençage en cellules uniques, où on regarde dans chaque cellule l'expression de tous les gènes. On le représente par les schémas que vous voyez, où en fait chaque point est une cellule, d'accord ? Et en regardant tout ce qui est exprimé dans ces cellules, on est capable de de donner une identité à ces cellules et de dire quel sous-type cellulaire on a. Ainsi, ils sont représentés par couleur. Donc vous voyez en rouge, par exemple, où c'est marqué PDA, ce sont les progéniteurs dopaminergiques. Et juste à côté, en vert, un peu en dessous, les neurones dopaminergiques. Et qu'est-ce que vous voyez ? Vous voyez que dans les organoïdes qui n'ont pas de parkine, en bas, il y a plus de progéniteurs dopaminergiques que dans les contrôles. Okay. Et de même, on a des différences au niveau des sous-types GABAergiques ou des astrocytes où il y en a moins. Ainsi, ça montre qu'on a une altération de la composition cellulaire des organoïdes de mésencéphale ventrale en absence de parkine. Ce qui veut dire que parkine pourrait jouer un rôle dans les processus très précoces de développement. Bien sûr, c'est à confirmer avec des expériences supplémentaires et à d'autres temps de culture, à des temps plus tardifs. Peut-être que ces différences sont compensées avec le temps. Et puis, pour finir dans les résultats, ce que je vous ai montré, c'est en conditions basales. En termes de réponse au stress des mitochondries, eh bien, on a pu voir que le stress chronique accentue les altérations cellulaires liées à l'absence de parkine, c'est-à-dire que les organoïdes qui n'ont pas de parkine vont avoir, par exemple, encore plus de progéniteurs dopaminergiques que les contrôles et moins de neurones dopaminergiques. En revanche, en réponse, quand on regarde l'ensemble des réponses, on voit aussi qu'il y a une différence dans le traitement. En fait, je vais être plus clair, chez les contrôles comme chez les organoïdes qui n'ont pas de parkine, le stress entraîne un fonctionnement un peu plus important des mitochondries. C'est ce que vous voyez représenté avec les flèches vertes. Et chez les contrôles, eh bien, il va y avoir des processus de protection des protéines. C'est-à-dire que si par le stress, les protéines ne sont pas très bien repliées ou ne fonctionnent pas très bien, on a
des éléments qui viennent là pour les remettre en place, bien les replier. Ça, c'est ce qui se passe dans les contrôles. Eh bien, dans les organoïdes sans Parkin, eh bien, il y a, non seulement ce processus n'est pas là, mais en fait, il est même désactivé. Il y a donc une réponse au stress qui est dysfonctionnelle. Il nous reste maintenant à comparer ces réponses au stress avec les réponses dans les autres types cellulaires. Donc, je termine pour vous expliquer que cette approche organoïde nous permet de travailler à partir de cellules humaines. Elle est très modulable, et donc on peut regarder différentes régions cérébrales, et elle peut servir de plateforme de test, puisqu'on peut évaluer des molécules pour des approches thérapeutiques et confirmer des gènes identifiés par la génétique, par exemple. Donc, je vous ai montré l'exemple de Christiane, qui travaille sur la réponse au stress mitochondrial, mais nous avons aussi Elena, au laboratoire, qui a travaillé sur les mécanismes de neuroinflammation dans la maladie de Parkinson en travaillant sur les microglies, que vous pouvez voir sur la petite vidéo. Et puis, on a aussi Pauline, donc Pauline Lachal, qui a un poster ici, si vous voulez la voir, qui, elle, travaille sur des assemblages d'organoïdes pour essayer de comprendre la mise en place et le fonctionnement des réseaux neuronaux en présence ou en absence de Parkin. Et puis, on peut également travailler comme Anaël en faisant ce qu'on appelle des organoïdes chimères pour valider des gènes associés à la maladie de Parkinson. J'espère avoir tenu le temps. En tout cas, je vous remercie beaucoup. Je remercie mon équipe, comme vous voyez, qui est assez imposante. On est très nombreux. Et puis le pôle organoïde, dont vous avez un certain nombre de représentants sur place actuellement. Merci. Merci beaucoup. Vous m'entendez toujours? Oui, merci beaucoup. Donc vous comprenez, là, on est vraiment dans de la recherche très fondamentale, dans les mécanismes. C'est pas toujours facile à expliquer, mais je pense que c'est important de se rendre compte que toute cette recherche existe, qu'elle est nécessaire pour avancer, pour qu'après on puisse avoir des molécules en recherche clinique aussi. Donc vraiment, merci. Je pense que c'est très, très important de parler aussi de ces sujets, même si des fois c'est un peu plus compliqué à expliquer. On a quelques questions aussi qu'on a préparées. Donc si on peut avoir la première question. Alors vous avez compris, on a parlé d'organoïdes. Alors pourquoi les chercheurs utilisent-ils des organoïdes dans l'étude de la maladie de Parkinson? Pour modéliser des mini-cerveaux humains et étudier la maladie, pour prédire l'avenir, pour remplacer les IRM, ou pour faire joli dans les labos. On essayait de faire tomber la tension un peu, vous comprenez, que pour faire une transition entre les présentations. Je pense qu'il y a des gens qui nous font quand même des clins d'œil, comme nous on le fait. Donc voilà, donc n'hésitez pas, après il y aura tout le temps de poser des questions aussi sur ces fameux organoïdes, qui ne sont pas des vrais mini-cerveaux, comme vous l'avez dit, mais on pourra en débattre après. Merci beaucoup.